I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. So help me God. So help me God. C'est un bouleversement historique. En l'espace de quelques semaines, Donald Trump a pris des dizaines de mesures qui ont chamboulé la situation partout dans le monde, et au-delà des mesures qui ont fait la une des médias et qu'on va tout de même rappeler aujourd'hui, dans cette vidéo, on va surtout se pencher sur d'autres mesures prises par le président américain, des mesures passées quasiment inaperçues alors que les conséquences sont immenses. Alors que retenir des dizaines de mesures prises par Donald Trump? Comment a-t-il chamboulé les États-Unis et la planète en 100 jours à la Maison Blanche? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo grand format. Mais avant de poursuivre, un mot concernant le partenaire qui nous permet de réaliser cette vidéo. Il s'agit de Trade Republic, la seule banque qui permet à ses clients de faire des économies au quotidien. En fait, entre 2022 et 2023, en consommant de la même manière, la hausse des prix a représenté 1 230 € de dépenses supplémentaires par personne en France selon l'INSEE. Et cette inflation, elle freine aussi bien les Français dans leurs besoins quotidiens que dans leurs loisirs. Pourtant, faire attention à ces dépenses n'est pas toujours suffisant pour faire des économies. Dans une banque classique, lorsque vous n'utilisez pas votre argent sur votre compte courant, il ne vous rapporte rien. Mais avec Trade Republic, celui-ci vous rapporte des intérêts bruts annuels, payés tous les mois car c'est la seule banque qui permet d'avoir un compte courant français rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne sans condition. Elle propose aussi plusieurs cartes bancaires mais avec une particularité, vous payez votre carte une seule fois, sauf si vous choisissez une carte virtuelle qui elle est gratuite et n'avait pas de frais mensuels ensuite. En plus, elle vous permet même d'économiser 1% sur chaque achat que vous effectuez avec par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le Safeback. Alors si ça vous intéresse, le lien en description intègre un bonus de bienvenue sous condition de 20 € sous forme d'ETF pour les nouveaux clients. Et si vous le voulez bien, on va commencer avec la question de l'environnement. Dès son arrivée au pouvoir, et comme il l'avait fait en 2017, avant que Joe Biden n'annule cette décision, Trump a signé un décret pour retirer à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Cet accord international qui a été signé en 2015 lors de la COP21, il vise à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel, donc avant 1850. Et pour le président américain, cet accord de Paris, c'est une escroquerie injuste et unilatérale. Il accuse notamment la Chine de polluer en toute impunité pendant que les États-Unis, selon lui, saboteraient leur propre économie en appliquant des normes environnementales qu'il juge trop contraignantes. À noter que les États-Unis sont aujourd'hui le 2e pollueur mondial derrière la Chine, mais il reste le premier pollueur historique du fait de la pollution accumulée au fil des années. Alors cette décision, ça prend du temps, elle sera effective qu'à partir de 2026, mais ce qu'on peut noter, c'est que les États-Unis vont donc rejoindre les seuls pays au monde à ne pas être engagés dans cet accord. Ils rejoignent notamment l'Iran, la Libye ou encore le Yémen, mais Donald Trump ne s'arrête pas là. En parallèle, dès son arrivée au pouvoir, il a mis en place une politique énergétique ultra agressive et, disons les choses, polluante. Il a déclaré un état d'urgence énergétique national censé permettre de forer plus facilement pour extraire davantage de pétrole et davantage de gaz. Il faut dire que les États-Unis, c'est déjà le premier producteur mondial d'hydrocarbures, sauf que Donald Trump a promis lors de son discours d'investiture de forer à tout va. We will drill, baby, drill. Donald Trump a d'ailleurs nommé à la tête du ministère de l'énergie des États-Unis Chris White, qui est donc le patron d'une entreprise dans le domaine des hydrocarbures. Un patron est donc désormais un ministre qui a déclaré, je cite, qu'il n'y a pas de crise climatique, un discours à rebours du large consensus scientifique sur le sujet. Autre nomination qui pourrait avoir de nombreuses conséquences, à la tête de l'agence de protection de l'environnement, Donald Trump a placé Lee Zeldin avec l'objectif très clairement affiché de réduire au maximum les réglementations en matière d'environnement. Alors on va pas tout passer en revue sinon on y est encore demain matin, mais parmi les 31 réglementations qui ont été démantelées, Lee Zeldin est notamment revenu sur une règle qui exige depuis 2024 que les centrales à charbon éliminent la quasi-totalité de leurs émissions de CO2 sous peine de fermeture. Cette règle, elle aurait permis d'empêcher l'émission de près d'1,4 milliard de tonnes de CO2 d'ici 2032 selon le gouvernement de Joe Biden. Et pour donner un ordre de grandeur, ça correspond à peu près aux émissions annuelles de plus de 300 millions de voitures. Autre chose importante, avant que l'on passe aux autres sujets, Donald Trump s'en est également pris au monde scientifique. Plusieurs centaines de chercheurs spécialisés en climat et en biodiversité et qui travaillaient pour des agences d'État ont été licenciés. Il y a aussi de nombreux programmes de recherche qui ont été brutalement arrêtés. Et pour Trump, donc, la priorité n'est plus la protection de l'environnement, mais bien l'indépendance énergétique des États-Unis.
États-Unis et la croissance économique à tout prix. Pour vous donner une idée, selon Carbon Brief, d'ici 2030, toutes ces mesures, elles pourraient entraîner une quantité d'émissions supplémentaires qui correspond à ce que produit en un an l'ensemble de l'Europe et du Japon réunis. Concernant l'international maintenant, on en a beaucoup parlé dans notre format des actus du jour, mais petit résumé rapide, puisque c'est passé quand même beaucoup de choses et ce n'est pas fini. Il y a plusieurs dossiers, plusieurs sujets sur lesquels s'est penché Donald Trump. Le premier que l'on peut noter, c'est la question de l'Ukraine. Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. I will end that war in one day. It'll take 24 hours. Sauf que, 100 jours plus tard, je ne vous apprends rien, ce n'est toujours pas le cas, il y a toujours une guerre en cours. Et il s'est passé par contre beaucoup de choses. Il y a eu l'échange très tendu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche fin février, lorsque Trump accusait Zelensky de ne pas être reconnaissant pour l'aide financière et militaire fournie par le pays. Plus largement, sur le fond, Trump s'est fortement rapproché du discours de Vladimir Poutine. Dans les jours qui ont suivi, Trump avait suspendu l'aide militaire accordée à l'Ukraine ainsi que le partage de renseignements avant de le remettre en place quelques jours plus tard. L'objectif affiché par Trump, c'était de mettre la pression sur Zelensky, déjà pour qu'il accepte une proposition de trêve et d'arrêt des combats avec la Russie, mais aussi afin que les États-Unis puissent obtenir un accès aux minerais et aux terres rares qui se trouvent en Ukraine et que les États-Unis souhaitent obtenir. Alors après tout ça, où est-ce qu'on en est réellement aujourd'hui? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un accord de cessez-le-feu partiel qui est sur la table, un accord qui comprendrait un arrêt des combats en mer Noire ou encore un arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques. L'Ukraine, de son côté, a donné son accord pour ce cessez-le-feu partiel, sauf que, la Russie, de son côté, joue la montre. La Russie n'a toujours pas signé et n'a toujours pas validé cet accord. En effet, Vladimir Poutine souhaite, en contrepartie d'un tel cessez-le-feu, une fin des sanctions occidentales visant la Russie. Le truc, c'est que ces conditions posées par la Russie, elles sont jugées absolument inacceptables par l'Ukraine et par ses alliés. Seul point d'avancée que l'on peut noter, les États-Unis et l'Ukraine semblent avancer sur un accord d'exploitation des minerais ukrainiens. Cela dit, on peut aussi noter que Donald Trump et son équipe menacent de quitter la table des discussions pour un cessez-le-feu, déclarant finalement Bref, alors qu'il promettait de résoudre la crise en 24 heures, aujourd'hui les États-Unis s'impatientent. À noter que l'un des points de crispation concerne la Crimée, c'est donc une région ukrainienne qui a été annexée illégalement par la Russie en 2014. Trump a déclaré dans une interview qui a été publiée ce vendredi dans le magazine Le Time que la Crimée, je cite, restera sous contrôle russe. Selon lui, il s'agit d'un territoire perdu depuis des années par l'Ukraine et, je cite toujours, Zelensky le comprend. Une déclaration étonnante lorsque l'on sait que Zelensky s'y opposait fermement il y a encore quelques jours. On suivra évidemment la situation dans les prochains jours, dans nos actus du jour, que ce soit sur YouTube et en podcast. Autre sujet absolument majeur à évoquer, c'est évidemment la situation au Proche-Orient et notamment à Gaza. On en avait parlé début février, Donald Trump avait fait une déclaration particulièrement polémique en affirmant vouloir contrôler Gaza pour en faire la Riviera du Moyen-Orient. Fin de citation. Il est même allé encore plus loin dans la provocation en diffusant une vidéo de propagande générée par IA. Aujourd'hui donc, Donald Trump poursuit un soutien massif à Israël et à son armée, même s'il faut noter tout de même un point de désaccord, un point sur un sujet extrêmement sensible, il s'agit de l'Iran. En effet, on en parle beaucoup ces derniers jours, l'Iran développe sa capacité nucléaire et l'Iran pourrait bientôt parvenir à créer une arme nucléaire, ce qui serait véritablement historique pour le pays. Donald Trump et les États-Unis, ennemis jurés de l'Iran, souhaitent l'en empêcher et aujourd'hui en fait, Donald Trump joue sur deux tableaux en même temps. D'un côté, il souhaite négocier avec l'Iran et ralentir cette production de l'arme nucléaire en échange, par exemple, de la fin de sanctions occidentales sur le pays. Mais de l'autre côté, il met la pression sur l'Iran et la pression se fait plus précisément sur certains de ses alliés, notamment les rebelles Houthis, des rebelles qui sont ciblés par l'armée américaine ces derniers jours. Un point tout de même de nuance ou de différence donc avec Israël et le gouvernement israélien qui privilégie aujourd'hui davantage la piste d'une escalade militaire. Bon, mais comment parler de Donald Trump et de relations internationales sans parler de ces menaces répétées visant plusieurs territoires? On pense au canal de Panama que Trump souhaite contrôler et qui est un lieu hautement stratégique pour les flux de marchandises. On peut penser aussi au Canada. Le Canada que Trump appelle le 51e État des États-Unis et sur qui il exerce une pression économique importante. Enfin, on peut penser au Groenland, le Groenland étant lui aussi un territoire stratégique d'un point de vue commercial, militaire
terres et en termes de ressources. Le Groenland est aujourd'hui rattaché à un pays de l'Union européenne, à savoir le Danemark, et Trump multiplie ses menaces. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour chacun de ces territoires, Trump n'écarte pas l'idée d'avoir recours à la force. Bref, des menaces et une situation absolument historique qu'on va continuer à suivre là aussi dans les prochains jours. Concernant l'économie maintenant, on va évidemment parler de la guerre commerciale qui a été lancée par Donald Trump, mais en essayant de résumer ça au mieux entre les annonces, les annulations, etc. qu'on a pu voir ces derniers jours. Ce que l'on peut noter, c'est qu'en arrivant au pouvoir, Trump a publié plusieurs décrets qui avaient pour objectif d'augmenter les droits de douane sur les produits étrangers avec des taux différents selon les pays visés. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? Les droits de douane, qu'est-ce que c'est? C'est donc des taxes que les entreprises américaines doivent payer lorsqu'elles importent des produits depuis l'étranger. Alors Donald Trump justifie cette hausse des droits de douane par l'objectif de protéger l'industrie américaine, donc favoriser la production aux États-Unis et réduire ce que l'on appelle le déficit commercial du pays. Le déficit commercial, c'est donc l'écart entre les importations et les exportations. Trump estime qu'ils importent trop et qu'ils n'exportent pas assez. Alors tout cela, c'est ce qu'on appelle une politique protectionniste, dans le sens où elle vise à protéger les entreprises américaines de la concurrence étrangère en rendant les produits venant de l'étranger plus cher. C'est en soi une stratégie qui n'est pas nouvelle, simplement dans la façon dont ça a été mis en place, ça présente pas mal de risques. En effet, ces droits de douane pourraient déstabiliser l'économie mondiale, mais aussi l'économie américaine. D'un côté, il peut y avoir une augmentation des coûts pour les entreprises américaines qui importent des produits venant de l'étranger. Par ailleurs, ça pourrait ralentir leur activité et entraîner une hausse des prix pour les consommateurs, voire provoquer dans certains cas des suppressions d'emplois. Et à l'étranger, évidemment, de nombreuses entreprises sont bouleversées. On peut penser par exemple à l'exemple français de la filière viticole, le vin qui est aujourd'hui exporté massivement aux États-Unis et qui pourrait voir dans cette situation ses ventes chuter. Alors face à un mouvement de panique en bourse, mais aussi chez de nombreuses entreprises américaines, Trump a fini par rétropédaler et revenir en arrière. Le 9 avril, il a décidé de suspendre au moins pour 90 jours la hausse massive de droits de douane, par exemple les 20% de droits de douane qui étaient prévus pour l'Union européenne. Pour résumer les choses, au moment où on enregistre, tout le monde est logé à la même enseigne, c'est-à-dire qu'il y a une taxe de 10% sur tous les produits venant de l'étranger, sauf pour un pays. Ce pays, c'est la Chine. La Chine qui fait face, au moment où on enregistre, à des droits de douane de 145%, tandis que la Chine, de son côté, dans une logique de surenchère et de guerre commerciale, a décidé de taxer les produits états-uniens à hauteur de 125%. En fait, la question centrale sur ce sujet, c'est un peu la suivante. Est-ce que Donald Trump veut véritablement imposer des droits de douane pour protéger l'industrie américaine? Si c'est le cas et que c'est effectivement une politique qu'il veut mettre en place, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il a rétropédalé? Est-ce que c'est par peur des conséquences sur les marchés financiers, sur la valeur des dollars ou encore ce que l'on appelle les bons du trésor? Ou alors, est-ce que du côté de Donald Trump, en fait, ces droits de douane, eh bien, il en veut pas forcément. Par contre, il souhaite l'utiliser comme un levier de menace ou de négociation afin d'obtenir des bons accords commerciaux avec des pays du monde entier. Alors personnellement, je ne suis pas dans la tête de Donald Trump, donc j'en ai aucune idée, mais on sent bien que chez les entreprises notamment, il y a cette forme d'interrogation sur la stratégie réelle adoptée par Donald Trump et ce qu'il souhaite réellement mettre en place. L'autre cheval de bataille de Donald Trump, c'est la lutte contre l'immigration. Trump a notamment multiplié la signature de décrets visant à renforcer la sécurité aux frontières, notamment par la relance de la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Un état d'urgence national a d'ailleurs été déclaré et l'armée américaine a été mobilisée à la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration illégale, le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Dans son discours d'investiture, Trump a promis de stopper les entrées illégale et de renvoyer, je cite, les millions d'étrangers criminels. Fin de citation. All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Et ce qu'il faut bien noter ici, c'est que Trump, il s'en prend à la fois aux immigrants sans papier, on revient là-dessus dans un instant, mais il s'en prend aussi à des personnes aux États-Unis qui sont légalement installés aux États-Unis. On peut penser par exemple au cas de Mahmoud Khalil, un fils de Palestinien qui est né en Syrie et qui est résident légal aux
États-Unis. C'est un cas qui a beaucoup fait parler puisqu'il a été l'un des leaders du mouvement étudiant pro-palestinien sur le campus de Columbia à New York. Sauf que aujourd'hui, il est menacé d'expulsion. Le gouvernement américain explique avoir établi que les activités et la présence de cet étudiant sur le territoire américain pourraient avoir des conséquences potentiellement négatives pour la politique étrangère des États-Unis. Le gouvernement accuse aussi cet étudiant d'avoir joué un rôle, je cite, dans des manifestations antisémites et des activités perturbatrices sans pour autant fournir de preuves. Et c'est un point absolument majeur lorsque l'on sait que c'est un étudiant qui a légalement le droit aujourd'hui d'être aux États-Unis. Tout en plus quand on sait qu'aux États-Unis aujourd'hui, il faut savoir que la définition de la liberté d'expression, elle n'est pas la même qu'en France. Aux États-Unis, vous pouvez défiler légalement en tenant par exemple une manifestation néo-nazie. Le fait donc qu'un étudiant se voit renvoyé pour des déclarations politiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, est donc quelque chose d'assez inédit dans ce pays. Alors concernant les immigrants en situation irrégulière maintenant, Trump a mis en place des décrets pour accélérer leur expulsion. Concrètement, il souhaite empêcher toutes les entrées illégales sur le territoire des États-Unis, mais il veut aussi renvoyer les immigrants sans papier tout en imposant des amendes aux organisations et par exemple aux ONG qui leur viennent en aide. L'administration de Donald Trump a donc mis en place des unités fédérales pour identifier et arrêter les immigrants qui n'ont pas de statut légal. Bon, et j'aurais pas le temps de citer toutes les mesures, mais Trump a aussi promis d'envoyer 30 000 sans-papiers dans la prison de Guantanamo, située à Cuba, et mondialement connue pour son non-respect des droits humains. L'objectif serait, je cite, d'y détenir les pires criminels étrangers qui menacent le peuple américain. Par ailleurs, l'ONG Human Rights Watch accuse les États-Unis d'avoir expulsé au moins 200 migrants, pour la plupart des Vénézuéliens, dans une prison de haute sécurité au Salvador, qui est connue pour être extrêmement dure avec les prisonniers. Les personnes expulsées sont accusées d'appartenir à un gang, sauf que, selon le directeur de l'ONG Cristosal, la grande majorité des personnes expulsées n'appartiennent pas à ce gang. Toujours d'après cette ONG, environ la moitié des migrants envoyés dans cette prison bénéficient en théorie du statut de demandeur d'asile aux États-Unis, où ils étaient en cours de demande. Bref, je vous mets des liens directement en description, mais de nombreuses organisations s'inquiètent de droits de l'homme et de principes de justice bafoués avec ces déportations annoncées par Trump qui se multiplient. Enfin, dernier point important qu'il faut noter, Trump s'est aussi attaqué au droit du sol. Le droit du sol, qu'est-ce que c'est? C'est un principe fondamental aujourd'hui aux États-Unis. Fondamental dans le sens où il est garanti par la Constitution, donc la norme suprême du pays depuis 1868. Le droit du sol, c'est ce qui permet d'accorder la citoyenneté aux enfants qui sont nés sur le territoire américain, peu importe la nationalité des parents. Sauf que Donald Trump souhaite que les enfants nés aux États-Unis de parents en situation irrégulière ou en séjour temporaire ne deviennent pas automatiquement citoyens américains. Alors sur ce point, comme d'ailleurs sur beaucoup de points qu'on a pu évoquer depuis le début de cette vidéo, il faut comprendre qu'il y a de nombreux recours qui ont été déposés pour tenter de faire annuler cette décision. C'est des recours qui pourraient finir par être examinés par la Cour suprême, donc la plus haute juridiction du pays. En attendant donc, cette mesure n'est pas appliquée pour le moment. L'autre objectif massif que Donald Trump s'est donné, c'est celui de réorganiser l'État, et ce dans l'objectif de le rendre plus efficace, mais aussi davantage conforme à ses priorités idéologiques. Pour cela, il a créé le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, et il a mis le milliardaire Elon Musk à sa tête. L'objectif de ce département, c'est donc de réduire les dépenses publiques et d'alléger le coût de l'État en virant des milliers de fonctionnaires. À l'origine, Elon Musk avait prévu de réduire de 2000 milliards de dollars le budget de l'administration, un budget qui est estimé actuellement autour de 7000 milliards de dollars par an, donc c'est quasiment un tiers qu'il souhaitait supprimer. Mais début avril, il a finalement revu à la baisse ses objectifs. Désormais, on ne parle plus de 2000 milliards, mais seulement de 150 milliards de dollars sur un an. C'est donc beaucoup moins que prévu, et pourtant, les conséquences restent nombreuses. Pour vous donner une idée, rien que pendant le premier mois de Donald Trump, c'est des milliers de fonctionnaires qui ont été licenciés selon l'agence AP. Par ailleurs, parmi les premières cibles, on retrouve l'USAID, l'agence américaine chargée de délivrer de l'aide humanitaire et de participer au développement international. Et là, il faut vraiment se rendre compte de l'ampleur de l'agence. Elle était présente dans près de 150 pays avec un budget d'environ 40 milliards de dollars par an, soit environ 1% du budget du gouvernement des États-Unis. L'USAID finançait notamment la lutte contre la famine, la lutte contre des maladies, contre le trafic d'êtres humains ou encore le soutien humanitaire à des pays
pays en conflit. Alors début mars, l'administration Trump a finalement annoncé supprimer 83% des programmes de cette agence. Il n'en reste donc que 17% et ils seront placés directement sous la tutelle du département d'État, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. C'est donc une réduction absolument immense, surtout quand on sait que les financements de l'USAID, ils représentaient plus de 40% de l'aide humanitaire mondiale. C'est donc une suppression avec des conséquences colossales, particulièrement dans le secteur de la santé. On peut penser par exemple au programme de lutte contre le VIH et le sida, des programmes qui ont été suspendus dans plusieurs pays d'Afrique. Bon, à noter au passage, comme d'autres mesures, que cette mesure, elle est jugée illégale par des experts en droit constitutionnel, car en effet, en théorie, seule une décision du Congrès américain, donc l'équivalent du Parlement en France, peut permettre de supprimer cette agence. En parallèle à tout ça, l'administration de Trump a également ciblé d'autres institutions, par exemple le FBI ou encore les services de renseignement, en procédant à des licenciements massifs. Par exemple, l'unité du FBI qui était chargée de lutter contre l'ingérence électorale étrangère a été tout simplement supprimée. C'est cette même agence qui avait travaillé sur les soupçons d'intervention de la Russie pour tenter d'influencer les dernières campagnes présidentielles. En parallèle à tout ça, Trump a nommé à la tête du FBI des proches à lui. On peut parler de Kash Patel, un ancien conseiller à la sécurité nationale qui est devenu le nouveau directeur de l'agence. On peut aussi parler de Dan Bongino, un podcasteur controversé qui a déjà diffusé de nombreuses fausses informations et qui est devenu le numéro 2 du FBI. Bon, mais sur ça et sur le profil notamment de Kash Patel, vous vous en souvenez peut-être, on avait fait une vidéo sur cette même chaîne YouTube dédiée au grand format. Je vous invite à la découvrir, mais c'est pas encore le cas. Il y a pas mal de choses assez importantes à voir là-dessus. Bon, cette purge, elle a aussi touché la recherche scientifique. Ça a aussi été des restrictions imposées sur des projets scientifiques qui sont financés par des fonds publics. En effet, vous avez sûrement vu passer cette liste, des termes comme diversité, inclusion, antiracisme ou encore genre ont été bannis des travaux de recherche qui sont menés par des agences spécialisées dans la santé ou encore dans la science. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de recherche, dans le monde universitaire, Trump a menacé de couper les subventions de plusieurs grandes universités américaines. Il accuse certaines d'entre elles d'avoir laissé prospérer des manifestations antisémites depuis le 7 octobre 2023. Il accuse aussi d'autres universités de promouvoir des politiques de diversité qu'il juge trop woke. Parmi les universités qui sont visées en ce moment, il y a Columbia ou encore Harvard. On a prévu d'en parler plus en détail cette semaine dans notre format des actus du jour. Mais l'offensive de Trump, elle concerne aussi les grands cabinets d'avocats américains. Alors là, c'est un sujet qui a été extrêmement peu évoqué en France, alors que c'est un sujet très important à comprendre. En fait, Donald Trump a signé des décrets qui interdisent aux agences de l'État de travailler avec certains de ces cabinets d'avocats, des cabinets qu'il accuse d'appliquer des critères d'embauche fondés sur la diversité, ou encore d'être proche du Parti démocrate, ou encore d'être opposé à sa présidence. On peut citer notamment le puissant cabinet Paul Weiss, qui était notamment proche du Parti démocrate et qui était donc ciblé par Donald Trump. Sauf que, face à cette situation, un cabinet comme celui-ci a décidé de conclure un accord avec Donald Trump, un accord qui a pour objectif pour le cabinet de pouvoir continuer à travailler avec l'État américain, en échange de quoi ce cabinet a accepté de travailler gratuitement pour l'équipe de Donald Trump sur certains sujets. Alors vous l'imaginez, ces décrets de Trump ciblant donc des cabinets d'avocats qui s'opposent à lui, c'est des décrets qui ont fait vivement polémique puisqu'ils sont accusés de museler des cabinets d'avocats de l'opposition et donc d'une certaine façon de s'en prendre au système judiciaire. Bref, beaucoup de mesures qui font polémique à l'échelle de l'État, d'ailleurs certaines d'entre elles qui pourraient être contestées d'un point de vue de la justice. Ça a d'ailleurs déjà été le cas puisque le 13 mars, un tribunal fédéral a ordonné à 6 ministères de réintégrer des milliers de fonctionnaires qui avaient été licenciés par Trump. À voir donc comment est-ce que tout cela évolue, surtout que le travail de ce ministère d'Elon Musk Doge, il a aussi créé des tensions au sein du gouvernement américain. On suivra tout ça donc dans les prochains jours. Autre sujet désormais où les changements sont nombreux, il s'agit des droits des minorités. Le président américain a notamment engagé une offensive contre les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion, des politiques qui avaient été adoptées sous la présidence de Joe Biden. Dans un décret qu'il a signé, Donald Trump a notamment affirmé que l'administration fédérale ne reconnaît désormais que 2 sexes, masculin et féminin. Sur les documents d'identité officiels, le genre ne peut plus être modifié pour les personnes trans, et par ailleurs, la mention
X n'est plus autorisé, par exemple pour les personnes non binaires, donc qui ne se reconnaissent ni complètement dans le genre masculin ni dans le genre féminin. Et autre élément que l'on peut noter, les aides spécifiques aux personnes transgenres, donc les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Eh bien ces aides, elles ont été supprimées dans plusieurs domaines. On peut penser à l'école, à la santé ou encore les prisons, où désormais les femmes transgenres par exemple doivent être incarcérées dans les établissements pour hommes et elles ne peuvent plus bénéficier de traitements médicaux liés à leur transition. Par ailleurs, les établissements scolaires qui reconnaissent l'identité trans d'une personne sont quant à eux menacés de perdre leur financement. Alors ce sont des décisions qui, vous l'imaginez, ont suscité une vive émotion et une vive réaction du côté des organisations de défense des droits LGBT. Mais Donald Trump ne s'est pas arrêté là, il a aussi supprimé ou affaibli les politiques de lutte contre les discriminations raciales ou de genre. Dans l'ensemble des administrations et des agences fédérales, les programmes DEI, donc pour diversité, équité et inclusion, ont été abandonnés. C'est des mesures mises en place dans ces agences qui visaient notamment à favoriser l'embauche de personnes historiquement discriminées, comme les Afro-Américains ou encore les personnes LGBT+. À travers ces décisions, Donald Trump poursuit sa croisade contre ce qu'il appelle l'idéologie woke, qu'il accuse donc de dominer l'administration et de favoriser les minorités au détriment des autres. And our country will be woke no longer. Bref, on n'aura pas le temps de tous les lister, mais donc en l'espace de quelques semaines, le gouvernement de Trump a détricoté des années de lois qui avaient été mises en place, notamment par Joe Biden ces dernières années. Alors on passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo, et heureusement d'ailleurs parce que je pense que vous l'entendez, j'ai quasiment plus de voix, mais c'est une partie extrêmement importante qui est d'ailleurs quasiment pas évoquée en France alors que les conséquences pourraient être colossales aux États-Unis. Donald Trump pourrait remettre en cause le fonctionnement de la démocratie tel qu'il existe aux États-Unis. Là aussi, tout cela suscite énormément d'inquiétudes chez les Américains et chez les associations de défense de la démocratie. On va donc les passer en revue avec d'abord ce premier changement massif, la façon dont les États-Unis vont voter. Le 25 mars, Donald Trump a en effet signé un décret dont l'objectif est d'imposer aux États américains des contrôles renforcés sur les listes électorales, mais aussi de restreindre le vote par correspondance. Le vote par correspondance, c'est donc la possibilité de voter par courrier, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, et ce depuis des années. En fait, Donald Trump milite pour revenir aux méthodes traditionnelles, donc le bulletin papier et le vote en personne. L'objectif affiché par Trump, ce serait d'éviter les fraudes, bien que aucune preuve de fraude généralisée n'ait été apportée. Il a également proposé de limiter le vote à une seule journée, alors qu'aujourd'hui, le vote, il s'étale sur plusieurs jours. Le problème, c'est qu'avec une telle situation, beaucoup craignent que tout le monde n'ait pas le temps de voter. Bon, déjà parce que traditionnellement, le vote aujourd'hui aux États-Unis, c'est un mardi, c'est donc un jour de semaine où il y a de nombreuses personnes qui travaillent, mais aussi parce que visiblement, les États-Unis ont un peu plus de problèmes d'organisation que nous en matière d'élection. Il y a déjà aujourd'hui pas mal de files d'attente, et les files d'attente pourraient être encore plus longues si tout le monde vote le même jour. Mais l'élément peut-être qui fait le plus réagir et qui fait le plus débat, c'est cette mesure. Trump veut aussi modifier les critères d'inscription des électeurs pour le vote. Il soutient par exemple une loi qui s'appelle le SAVE Act. C'est un texte qui vise à imposer la vérification de la citoyenneté des Américains qui souhaitent voter. Et en fait, avec cette mesure, il faudrait désormais soit un passeport des États-Unis valide, soit un acte de naissance. C'est un texte qui a été adopté début avril par la Chambre des représentants américaine et qui doit être désormais étudié par le Sénat. Alors j'en suis bien conscient, vu de la France où effectivement une pièce d'identité est obligatoire pour voter, ça paraît assez bizarre, voire insensé de voter sans une carte d'identité aux États-Unis. Sauf qu'en fait, effectivement aux États-Unis, une carte d'identité n'est pas forcément obligatoire et c'est lié à une situation assez délicate. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus de la moitié des Américains aujourd'hui n'ont pas de passeport. Or, s'en procurer un coûte au moins 130 $. Et pour ce qui est de la question des actes de naissance qu'on pourrait présenter, il y a près de 70 millions de femmes mariées qui ont un nom différent de celui qui figure sur leur acte de naissance. C'est lié notamment à un changement de nom lors d'un mariage. Vous commencez peut-être à comprendre donc à quoi tient cette difficulté. Si demain, des personnes doivent payer 130 $ pour avoir un passeport et voter, ou alors se retrouvent avec des difficultés
difficultés administratives en raison d'un acte de naissance qui n'est pas à leur nom qu'ils ont aujourd'hui, eh bien la situation pourrait être délicate. Maintenant, vous l'aurez compris, du côté de Donald Trump, on estime que c'est indispensable et normal de devoir présenter une pièce d'identité. On verra donc s'il y a une forme d'entre-deux ou de consensus, notamment au Parlement, qui est trouvé sur ce sujet-là. On vous tient au courant évidemment dans les prochains jours. Même chose sur la question du vote par correspondance. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a par exemple des milliers de militaires qui sont à l'étranger, qui se servent du vote par correspondance pour pouvoir voter. Si demain, eh bien, il faut se présenter physiquement à un bureau de vote aux États-Unis, beaucoup de personnes pourraient se retrouver privées de leur vote. Bon, mais là aussi, il y a beaucoup de mesures qui sont contestées en justice et qui pourraient être bloquées ou retardées. Donc on verra si jamais tout cela est validé d'un point de vue judiciaire. Autre élément passé quasiment inaperçu, fin avril, Trump a aussi décidé d'ouvrir une enquête qui vise ActBlue. ActBlue, c'est la principale plateforme de collecte de fonds qui est utilisée par ses opposants, à savoir donc le Parti démocrate. Alors selon Trump, il y aurait, je cite, des preuves extrêmement troublantes qui montreraient que l'argent aurait été donné illégalement au Parti démocrate via la plateforme. Sauf que ActBlue assure respecter strictement toutes les lois et accuse Donald Trump d'avoir lancé une offensive effrontée, je cite, contre la démocratie américaine. Les démocrates de la même façon parlent eux d'une manœuvre qui relève de l'autoritarisme, dans la lignée d'ailleurs des accusations de dérive fasciste portées notamment par Kamala Harris lors de la campagne présidentielle et dont on a déjà eu l'occasion de parler. À noter que cette enquête, elle pourra avoir un impact significatif sur la capacité des démocrates à participer de façon efficace aux élections de mi-mandat, des élections très importantes qui auront lieu en 2026. On en reparlera donc dans les prochains jours. Autre élément tout de même qu'on peut noter et rappeler, Trump a aussi largement coupé le budget d'une unité ayant pour objectif de lutter contre l'ingérence étrangère dans les élections. La suppression d'une telle unité pourrait rendre les élections moins transparentes. Et à noter aussi que Trump n'a jamais accepté sa défaite face à Joe Biden en 2020. Il a toujours affirmé qu'il s'agissait d'élections frauduleuses, le tout sans fournir de preuves et malgré d'ailleurs tous les recours et toutes les vérifications qui ont été faites. We will never give up, we will never concede. Ce refus d'accepter les résultats, il a culminé avec l'assaut du Capitole par certains de ses soutiens le 6 janvier 2021. Et d'ailleurs, pour son retour au pouvoir en 2025, Trump a décidé d'accorder une grâce présidentielle à plus de 1500 personnes qui avaient participé à cet assaut. Le texte du décret qui annule leur peine va même jusqu'à les qualifier, je cite, d'otages. Et d'ailleurs, tant qu'on parle d'élections présidentielles, et c'est l'un des derniers points que je veux voir ici, Trump a récemment relancé une polémique en affirmant sur la chaîne NBC, je cite, ne pas plaisanter sur son souhait de briguer un troisième mandat présidentiel. Mais là où ça pose légèrement problème, c'est que en théorie, la Constitution américaine interdit à toute personne d'être élue plus de 2 fois à la présidence des États-Unis, que les mandats d'ailleurs soient consécutifs ou non. Sauf que selon Donald Trump, il y aurait, je cite, des méthodes pour rester au pouvoir. Alors une méthode possible, ce serait de modifier la Constitution américaine, sauf que je vous passe les détails, c'est vraiment pas gagné. L'autre méthode serait que Trump se présente lors de la prochaine présidentielle comme vice-président avec un candidat complice qui irait ensuite démissionner une fois élu pour laisser donc sa place de président. Ce que là aussi en théorie ce serait contraire à la Constitution. Bon, et on peut aussi imaginer d'autres stratégies plus radicales comme le fait de contourner les institutions ou encore ignorer les règles et refuser de quitter la Maison Blanche à la fin de son mandat. Bon, là évidemment, attention, tout cela c'est de la politique fiction, mais forcément, au vu de ces déclarations de Trump qui affirment qu'il pourrait potentiellement faire un troisième mandat, eh bien de nombreux observateurs se posent ces questions et c'est donc des points importants à garder en tête. Voilà donc pour ce qui est des 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Évidemment, j'ai pas pu tout évoquer, on a essayé de faire un résumé le plus complet possible. Si ce format vous a plu, pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, à cette chaîne YouTube dédiée au grand format sur laquelle on fait des interviews, des reportages et des vidéos comme celle-ci. Par ailleurs, la meilleure façon de suivre l'actualité au quotidien, c'est notre format d'actu du jour sur notre chaîne des actus du jour, mais aussi en podcast audio, Spotify, Apple Podcast, vous connaissez tout ça. Merci pour votre confiance, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à très vite.